seconde table ronde sur, effectivement, quelle confiance peut-on accorder à l'intelligence artificielle et plus particulièrement à l'intelligence artificielle générative. Alors voilà, Alexis Trichet est le premier à venir en scène. Merci beaucoup. J'appelle également Monsieur Jamal Latif, Madame Caroline Chopineau. Bonjour à tous les trois. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Axel pour cette matinée et pour cette table ronde. Vous avez vu que c'est parti déjà sur des bases élevées depuis ce matin. Alors, Jamal Latif, bonjour, vous êtes directeur scientifique adjoint de l'Institut de recherche en intelligence artificielle de Paris, plus connu sous le nom de Prairie. Prairie, oui, tout à fait. Bonjour. Prairie, voilà. Et vous êtes également professeur à l'Université Paris-Dauphine. Tout à fait. Voilà. Bonjour. Caroline Chopineau, bonjour. Bonjour. Alors oui, vous avez... voilà. Alors voilà, il y a un autre micro, je vais le prendre, je vais m'en saisir, comme ça on va faire plus simple. Voilà. Vous êtes, directrice générale de Hub France IA. Alors Hub France IA, j'ai fait quelques recherches. Bravo. C'est une association à but non lucratif qui a été créée en 2017 et qui regroupe, je crois, plus de 150 membres, entreprises, institutions, vous allez compléter si j'en oublie, et dont l'objectif est de favoriser une IA responsable, éthique et souveraine, on vient d'en parler, par l'ensemble du tissu économique. Est-ce que je l'ai bien descendu? C'est assez bien résumé. C'est pas mal. Bon, j'ai pompé sur votre site, hein, j'ai pas de mérite. Oui, ça veut dire que le site est à peu près clair. Vous l'avez reconnu dans le texte. C'est pas ChatGPT qui l'a écrit. Et Alexis Trichet, donc bonjour. Et vous êtes directeur de la stratégie data et connaissances clients chez Orange France. Alors, la première question que j'ai à vous poser, elle s'adresse à vous trois, et c'est de vous demander, puisque le thème c'est « Quelle confiance peut-on faire à l'IA et à l'IA générative ?» Eh bien sûr, quelle différence fait-on entre l'IA et l'IA générative? Peut-être avec vous, Caroline Chopineau, pour démarrer. Allez, les femmes d'abord. Pardon, je suis un peu malade. C'est difficile d'expliquer la différence entre les deux, parce que quelque part, c'est un peu la même chose d'un point de vue technologique. C'est surtout dans les usages et la façon dont on s'est approprié l'IA générative aujourd'hui qu'on voit une vraie différence. Je caricature un peu, hein, mais c'est parce que j'aime pas trop qu'on dise il y avait l'IA avant, la vieille IA, les trucs qui servaient à rien, qu'on n'arrivait pas à opérationnaliser. Et puis maintenant, c'est génial, il y a l'IA générative. Bon, globalement, c'est le même outil, les mêmes technologies qui sont derrière. L'IA générative, la subtilité de l'utilisation, c'est qu'on va générer quelque chose, comme son nom l'indique, alors que jusqu'à présent, on avait utilisé l'intelligence artificielle pour automatiser, faire des prédictions, des recommandations. Puis là, on est allé un cran plus loin en se disant, aujourd'hui, il y a des technologies qui fonctionnent très très bien avec des très grands modèles qui permettent de générer du contenu, chose que jusqu'à présent on avait du mal à faire. La génération de texte, ça existait déjà, mais avec d'autres technologies et qui marchaient moins bien que ce qui fonctionne aujourd'hui. Et donc on met le focus sur l'IA générative parce qu'on l'a vu aussi dans l'enquête avant, les gens individuellement, de façon personnelle, peuvent se l'approprier, alors que l'IA au sens large, ça restait du domaine des entreprises avec des difficultés de mise en œuvre dont il faut avoir conscience et qui nécessitaient de mettre en place des approches beaucoup plus lourdes que ce qu'on arrive à faire avec l'IAG. Ok, super. Jamal Latif, même question, donc IA générative. Oui, moi je compléterai un peu ce qu'a évoqué Caroline. Bon, moi je vois bien une différence par ailleurs. Hein, donc oui. Donc bon, l'IA c'est un vocable en soi pas bien défini, c'est protéiforme. Il y a différents types d'IA, mais il y a des IA qui sont basées sur les données. C'est très important de le rappeler. C'est celle qui est aujourd'hui dominante. Bon, il y a des IA qui sont basées sur de la connaissance. On parle de la vieille IA. Peut-être qu'elle reviendra, où on a un ensemble de connaissances et on a des moteurs d'inférence pour déduire de nouvelles choses. Alors dans l'IA qui est basée sur la donnée, c'est très important parce qu'on reviendra dessus, il y a un triptyque données, calcul, on verra les talons. En somme, c'est basé sur un domaine en particulier. Je préfère moi parler de l'apprentissage automatique, machine learning, pour définir les choses. Comme ça, on spécialise. Et donc voilà, quand on parle d'IA aujourd'hui, on parle de ce domaine-là, de l'apprentissage automatique, du machine learning. Et dedans, il y a différents paradigmes. On peut faire de l'apprentissage supervisé. On a des données étiquetées. On va apprendre quelle est la règle entre la donnée et l'étiquette.
On a entendu parler de scoring tout à l'heure. C'est très utilisé dans la cybersécurité. Vous octroyez un crédit ou pas. On peut inférer si vous pouvez avoir une maladie ou pas, si on avance sur les questions génomiques. Et donc là, quelque part, c'est des outils d'aide à la décision, mais on a besoin de données pour inférer une règle qui reste générale. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Effectivement, ça pose quelques difficultés dans des biais. Une partie. Alors, il y a les biais, c'est pour ça qu'il faut garder ça en tête, puisque en fait, quand on précise les choses, toutes les questions qu'on se pose deviennent un peu plus claires. Les biais, c'est dans les données, les biais, c'est dans les modèles. Enfin bon. Donc ça, c'est des paradigmes qui permettent soit d'aider à la décision, et parfois on peut les mettre dans des processus de prise de décision. Après, il faut savoir dans quel domaine on tolère ça. D'accord ? Donc ça, c'est supervisé. Après, il y a le non supervisé, mais on peut générer, on peut apprendre un modèle du monde, quelque part, et on apprend ce que c'est que les images, on apprend ce que c'est que le texte, et à partir de ça, on génère. C'est pas nouveau par ailleurs, mais on n'arrivait pas à bien le faire. C'est aussi vieux que les statistiques. D'accord ? Est-ce que je peux apprendre une distribution et générer à partir de ça ? Maintenant, on a franchi un pan technologique pour échantillonner. Gardons ça en tête, on génère. Donc il faut faire la différence quand même entre des outils qui nous permettent d'apprendre des règles de décision. À partir des données, on espère que ces règles-là restent valables dans le futur. On va contrôler ça statistiquement. Et après, générer. On va générer forcément du faux. Et du coup, ça pose les questions. Oui. Est-ce qu'on va avoir confiance ou pas aux IA génératives ? Je vous donne la conclusion, c'est non. Bon, et on passe à la discussion. Ok, voilà, ça a le mérite d'être clair. C'est une intro qui pose bien le sujet. La chute, comme on dit. Voilà. Et voilà. Alors, Alexis Trichet, donc voilà, l'IA générative, est-ce qu'on peut avoir confiance ? Non. Mais est-ce qu'il y a quand même... Alors, la différence entre IA et IA générative, du coup ? Non, mais sur la différence entre les deux, moi, je ne vais pas m'exprimer parce que voilà, je vais laisser les spécialistes nous expliquer ce que c'est. Moi, ce que je vais vous dire peut-être, c'est que sur le fond, un peu comme vous le disiez, c'est surtout un moment où il y a une profusion de nouvelles technologies et en gros, c'est un moment formidable pour régler des questions, des questions qu'on a réglées dans les entreprises. Et parce que l'approche qu'on a, on va dire chez Orange, c'est simple, c'est de se dire en quoi les questions business qui sont les nôtres peuvent être réglées grâce à ces technologies dont certaines sont là depuis très longtemps, parce qu'effectivement on fait des scores depuis très longtemps, mais on est dans un moment absolument incroyable où d'un seul coup il y a beaucoup plus de diversité d'outils et on peut traiter beaucoup plus de cas d'usage et aller chercher des choses qu'on n'était pas capable de chercher avec les technologies précédentes. Donc j'ai envie de vous dire, nous, la vision qu'on a, c'est on cherche d'asservir, j'utilise ce mot à dessein, mais d'asservir les objectifs qu'on donne à tout ce qu'on est en train de faire comme investissement dans l'IA et la data, à des objectifs très simples qui sont des objectifs business. Pour Orange France, ça se résume à comment est-ce que ça peut nous aider à plus vendre, comment ça peut nous aider à optimiser nos processus internes de fonctionnement et comment ça peut nous permettre d'améliorer aussi tout simplement la satisfaction de nos clients. Donc vous voyez, c'est autour de ça qu'on se dit sur le fond... regardons en quoi les technologies, et donc évidemment les technologies d'IA et d'IA générative, peuvent nous aider à traiter ces questions, en tout cas, et à atteindre les objectifs que je vous ai donnés. Ok. Voilà. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a fait en fait il n'y a pas si longtemps que ça. On l'a fait vraiment sérieusement en 2020. On va y venir. Et précédemment, on était un peu plus en train d'explorer, mais on n'avait pas asservi notre envie d'explorer ces technologies à des objectifs très clairs. D'accord. Okay. Alors, une petite question que j'avais envie de vous poser, Caroline Chopineau. On a vu dans le baromètre que voilà, la confiance dans l'IA et l'IA générative était faible, qu'il y avait ces nouveaux. Il faut prendre les outils en main, que c'est plutôt à des usages personnels pour l'instant que professionnels, etc., etc. Donc, on a vu tout ça très bien avec le baromètre. Moi, c'est une question que je me suis posée depuis le début quand j'ai entendu parler d'intelligence artificielle. Je me suis dit, est-ce que finalement, et c'est peut-être le problème de la confiance derrière,
est-ce qu'on ne s'est pas fait un petit peu peur en appelant ça l'intelligence artificielle, alors que, bon, comme l'a dit Jamal Latif tout à l'heure, bon, ce sont que des calculs, voilà. Donc, est-ce que c'est pas le mot qui fait un petit peu peur? Ça nous rappelle peut-être 2001 Odyssée de l'espace, HAL qui prend le contrôle des humains à la fin, etc., etc. Oui. Ça nous renvoie un peu loin peut-être. Moi, je dirais pas qu'il faut changer de nom, il est comme ça et ça fait belle lurette que ça s'appelle l'intelligence artificielle. Mais par contre, vous avez raison, je pense qu'il y a c'est un problème aussi de société, c'est-à-dire qu'on a mis du poids sur l'intelligence artificielle via les films de science-fiction, les journalistes, tout ce qu'on met aussi comme mythe autour de l'IA qui fait qu'aujourd'hui on se dit est-ce que intelligence artificielle c'est le bon terme? Moi, je me souviens quand j'étais en master, c'était en 2002, on avait eu une intervention de Jacques Pitra, donc, qui était un très grand chercheur en IA, sur l'intelligence artificielle. Et à l'époque, c'était pas quelque chose qui fonctionnait très bien, mais c'était des systèmes qui étaient capables d'auto-apprentissage, donc qui se généraient tout seuls au niveau de leur comportement. Et son introduction, c'était... mince, j'ai commis la traduction artificial intelligence par intelligence artificielle et je m'en excuse parce que j'ai créé cette science-fiction autour de cette terminologie-là et de ces technologies. Mais bon, l'intelligence, c'est aussi du raisonnement, de la compréhension, de l'apprentissage. On dit une intelligence qui est artificielle, donc c'est-à-dire qu'on a conçu des algorithmes qui sont capables de reproduire du raisonnement. On n'en est pas à un stade où on se dit on va concurrencer l'intelligence humaine. On va avoir des technologies qui sont hyper efficaces sur des verticales, sur des sujets très précis, mais on n'est pas arrivé à de l'intelligence générale. Et donc, c'est inutile en fait d'avoir peur de ces technologies aujourd'hui et ni de changer de terme. C'est plus que la société doit prendre conscience de ce que c'est concrètement de l'intelligence artificielle et d'être capable de mettre des usages et des risques et des technologies derrière cette terminologie-là. C'est juste une question de former et de sensibiliser les gens. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est effectivement une question de formation et d'information du public, de prise en main de l'outil. Pas de désinformation. Non, merci d'arrêter de dire que l'IA va tous nous tuer. ça nous aiderait. Oui, ou qu'elle va mettre tout le monde au chômage, etc. etc. Absolument. C'est la question du poinçonneur des lilas. On s'est toujours posé la question. Voilà, il y a toujours le progrès technologique, mais une partie, supprime une partie des emplois, mais en crée d'autres. Jamal Latif, quels sont finalement les principaux risques, puisqu'on est sur cette question de la confiance, et on a vu que donc il y avait pour l'instant plutôt une défiance du public majoritaire. Donc quels sont les principaux risques finalement avec l'IA et l'IA générative? Contre quoi il faut se prémunir? Alors là, ça devient intéressant effectivement d'avoir les deux points de vue, l'IA et l'IA générative. Vous trouvez que ma question précédente n'avait pas d'intérêt? Non. Non, mais plus on approfondit, plus ça devient intéressant. Donc vous menez ça d'une main de maître. J'en demandais pas tant. Allez-y. Bon, alors c'est pour ça que j'ai insisté au début sur on apprend à partir de quoi et qui modélise. D'accord? Donc si on apprend à partir des données, les risques sont liés sur la nature des données. D'accord. Bon, en informatique, il y a un vocable, enfin en tout cas, on dit garbage in, garbage out. Si j'apprends à partir de données qui ne sont pas bien faites, la règle que j'apprends, elle sera mauvaise. Mais on peut aussi avoir des données qui ne sont pas équilibrées, qui sont biaisées, donc de fait, elles ne vont pas avoir des décisions favorables pour une partie de la population. Donc ça, c'est un enjeu assez majeur. Mais ces problématiques de présence de biais ou apprendre des règles de décision qui sont inéquitables, ça vient des données, mais ça vient parfois des modèles eux-mêmes. Ça veut dire, en gros, ce qu'on fait, c'est de l'optimisation sans être technique. Il y a quelqu'un qui pose un modèle, d'accord, qui pose la mesure qui va me permettre de dire cet algorithme, il est efficace ou pas. Et donc, la façon de définition de cette mesure, elle peut induire des règles inéquitables. D'accord, on parle de fairness en anglais. Enfin, la traduction, il y a toujours un débat là-dessus. Donc, biais dans les données. Mais après, ça a été évoqué, c'est tous les risques cyber par ailleurs, les risques de réidentification, donc de préservation de la vie privée. Et on a vu même, sans aller vers l'IA générative, pour des outils qui permettent, par exemple, de reconnaître des visages, de reconnaître s'il y a une pathologie. On arrive à les tromper très facilement. En fait, concevoir une attaque cyber sur ces modèles-là, c'est très facile, extrêmement facile. Par contre, c'est très difficile de se défendre, de concevoir des algorithmes robustes à ce type d'attaque adverse. D'accord ? Donc, il y a des risques. Donc ça, je parle de l'IA
c'est-à-dire qui aide à la décision, qui apprend des règles de décision. Problème de biais, d'équité et d'inéquité de la décision, de risque de réidentification, mais aussi de robustesse. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on peut prendre une image où j'ai un algorithme qui sait reconnaître ce qu'il y a dans l'image avec une confiance de 99%. Je change 1 ou 2 pixels ou quelques pixels. Donc pour nous humains, on saura toujours que c'est la même image, mais pour l'algorithme, il passe. Alors, ce qui est très étonnant par ailleurs, il aura avec une confiance de 99%, ce n'est plus un avion, c'est une girafe. On pouvait imaginer. On peut implémenter ça dans la vie réelle. Donc, je parle de ça parce que c'est mon domaine de recherche, donc j'ai peu d'occasion d'en parler au grand public, donc je le fais. On peut, par exemple, sur des scene stop, on a des caméras sur des voitures autonomes qui sachent un peu interpréter, ou en tout cas reconnaître l'entourage. Je prends le scene stop, je mets un sticker et je peux tromper. Ça, c'est dû aussi à la complexité de ces modèles. Et donc, du coup, et à leur opacité aussi, parfois, oui, non c'est dû à ça aussi, parce qu'on a des modèles qui ont parfois des 1000 milliards de paramètres pour les plus gros. Du coup, les espaces dans lesquels je peux les tromper sont très grands. Donc, c'est aussi lié au problème d'interprétabilité, d'explicabilité de ces modèles. Donc ça, c'est sur la première partie. Sur les risques sur de l'IA générative, moi, je pense, à partir du moment où on a compris que ce sont des modèles qui génèrent, ils ne génèrent pas le futur mot, ils génèrent le futur bout du mot, token, d'accord. Ça, de toute façon, on peut par ailleurs, aujourd'hui, il y a un domaine assez intéressant et assez amusant, c'est comment les hijacker, d'accord. C'est-à-dire, en gros, ces modèles-là, typiquement, vous avez tous joué avec ChatGPT. ChatGPT, c'est 2 parties. C'est GPT, c'est un modèle de langue, c'est un modèle qui juste va prédire le futur bout du mot, d'accord. Bon, il le fait de façon très, on va dire, très avancée parce qu'il n'a pas juste regardé la chaîne de caractères, il a regardé les chaînes de caractères, mais il les a représentées dans des espaces qui capturent quelque chose de similarité sémantique. Et par contre, donc ça c'est un modèle, c'est une sorte de bête infâme. Moi je reprends à mon compte un peu cette image. Il a appris à dire toutes les horreurs qu'il a trouvées sur Internet. D'accord ? Il a appris de tout Internet. Donc il peut dire tout. Il ne dit pas merci à la bonne dame, il ne dit pas excusez-moi, mais il dit des horreurs. Alors ça c'est la partie de GPT, d'accord ? Ça c'est un modèle de langue. Au-dessus de ça, on l'instruit. On va l'instruire, d'accord ? Donc ça c'est la partie de chat. Donc on va taper sur la bête immonde pour lui dire maintenant il faut dire bonjour, merci, et si vous me demandez de vous donner la recette d'une bombe atomique, je vous dis non, excusez-moi, c'est pas dans mes attributions. D'accord ? Parce qu'il peut avoir attrapé les données. Il peut. Si quelque part il a compris. Malheureusement. Ouais. Il peut pas exactement la recette. Elle existe la recette, il la recrachera par ailleurs. Mais par contre, si on va dire la recette de la bombe, on va pas se faire peur quand même. Bon, prenons un autre exemple. Il apprend des grammaires, des similarités, des séquences. D'accord ? Et donc à ce moment-là, on lui dit ça, il faut le dire, ça, il faut pas le dire. Ça, c'est en interaction avec des humains. D'accord ? On paye des humains, parfois au Kenya. Pour les questionner, donc pour questionner les modèles. Pour qu'ils instruisent le modèle. Ça s'appelle un apprentissage par renforcement à partir de retours des humains. D'accord ? On ne va pas rentrer dans tous les détails techniques. Tous les détails techniques, ça. Voilà, c'est super intéressant, mais c'est vrai que voilà, le sujet, c'est la confiance. Justement, la confiance, elle vient de là. Donc c'est sur la partie instruction. D'accord. Et parfois, on peut le détourner pour dire des choses qu'il n'est pas censé faire. D'accord. C'est ça. Le risque. Le risque, il est là. Ok. Et j'arrête de parler technique. Bon. Non, mais c'était super intéressant. C'était, voilà, on a compris comment fonctionner, un peu mieux, parce que c'est vrai que ça reste quand même très obscur, ces modèles. Et je pense que la confiance vient, une fois on comprend ce qu'il y a dans ces modèles. Je pense que ça vient aussi de là. Absolument, c'est ce qu'on disait, information. Caroline Chopineau, même chose, donc, même question. Oui, je me suis perdue. C'était sur les risques, c'est ça ? Quels sont les risques principaux avec l'IA et l'IA générative ? Alors, oui, on a énuméré un certain déjà nombre. dit pas mal de choses. Nous, ce qu'on regarde au Web Francia, surtout, c'est sur la partie opérationnalisation. Donc, on essaye de mettre en place des choses très concrètes pour aider les entreprises à identifier les risques. Mais les risques, c'est sur toute la pipeline projet, c'est-à-dire de la phase de décision à lancer un projet d'IA pendant la phase d'opérationnalisation, de déploiement et la maintenance. Et sur chacune de ces étapes-là, il y a des risques qui sont existants. C'est mais des risques qui peuvent être très basiques sur la gouvernance. Donc là, on va sortir de technologie. Mais c'est je mets en place mon projet, je mets pas dans la boucle toutes les parties
parties prenantes. Donc là, c'est un risque d'avoir une solution qui est complètement dépassée par rapport aux besoins des utilisateurs. Donc il y a tout un tas de risques. Il y a les risques sociétaux, les risques humains, et il y a aussi les risques en entreprise de déployer ces sujets d'IA. Et l'IA et l'IA générative ont des risques qui sont différents. Enfin, il y a une base commune de déploiement d'un projet d'IA, que ce soit de l'IA classique entre guillemets et de l'IA générative, et des spécificités sur l'IA générative qui est surtout liée à ces aspects du fait qu'on va générer du contenu. Et sur du contenu de texte, c'est très important, c'est les hallucinations, les fausses informations. Et c'est aussi, quand on déploie ce type de projet dans les entreprises, d'avoir bien conscience de ça et d'être capable de mettre en place une gouvernance qui va permettre de pallier à ces risques-là. Et puis, il n'y a pas que le texte, effectivement. Il y a on a parlé tout à l'heure de vidéos. Oui, il y a tout ça. Mais après, Jamal l'a dit, il y a la cybersécurité, il y a la génération de fausses informations, il y a les attaques. Donc tout ça, c'est un gros paquet cadeau de tous les risques qui sont liés autour de l'usage de l'IA, qui déjà lié à l'usage du numérique, hein, mais qui vient s'intensifier parce qu'on exploite de la data, parce qu'on va générer des fausses informations ou qu'on va générer du contenu faux, même pas de façon malveillante. Oui. Mais il y a tout un tas de choses comme ça dont il faut avoir conscience. Et c'est... Alors, y remédier, c'est une chose, mais ne serait-ce que déjà les avoir identifiés et en tenir compte quand on met en place son projet d'IA, c'est déjà une première étape dans la confiance. Et ce que je trouve intéressant, si je peux continuer un tout petit peu, sur l'IA générative, on voit que comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une question d'individu. C'est-à-dire que les gens se l'approprient beaucoup plus rapidement qu'un projet d'IA classique. Ce qui va intensifier un peu les risques, mais qui va aussi, quelque part, donner plus confiance dans l'IA et donc une mauvaise confiance des fois. C'est-à-dire qu'on va utiliser ChatGPT de façon complètement inconditionnelle, envoyer ses données métiers à travers le monde. Enfin, et donc, on se met... En fait, on est dans un état aujourd'hui où on avait toujours très très peur de l'IA parce qu'on comprenait pas comment ça fonctionnait et qu'on n'arrivait pas à l'utiliser. Et puis là, les individus se l'approprient, se disent bah, c'est super cool l'intelligence artificielle grâce au génératif. Et du coup, je me mets à faire n'importe quoi. Donc on est un peu dans l'ambivalence en ce moment. Donc il faut cadrer, il faut bien identifier les risques. Et la gouvernance de ces projets est hyper importante pour vous. D'accord, c'est clair. Alors oui, Alexis Trichet, oui. Je vais donner du point de vue de l'entreprise chez Orange, justement. Oui, donc je vous disais, là, on utilise ces technologies pour améliorer notre production de chiffre d'affaires, notre efficacité opérationnelle ou notre NPS. Je vous prends juste quelques exemples, mais on est exactement dans l'esprit de ce que vous venez de dire. En fait, ça passe par de la gouvernance. Donc, on a un comité éthique et compliance dans lequel on envoie tous les projets qui se lancent et qui embarquent de l'IA pour qu'ils puissent exprimer ce qu'ils cherchent à faire et en face d'un panel de spécialistes, on puisse les guider et surtout les aider. Parce que, on va dire, la difficulté dans laquelle on est en ce moment, c'est qu'il y a évidemment la régulation européenne avec l'IA Act et l'IA responsable, mais qui donne des grandes directions. Et en fait, très concrètement, il faut se mettre, en tout cas, c'est le point de vue et c'est notre point de vue chez Orange, il faut se mettre à la place du data scientist qui, lui, est en train de fabriquer le modèle, et il faut lui dire des choses très concrètes sur comment est-ce qu'il doit faire pour justement être dans le respect de principes généraux. Et vous voyez, c'est entre lire l'étape de la loi et puis savoir ce qu'on fait, bon, il y a un chemin, et ce chemin, c'est celui-là qu'on essaye d'éclairer. Alors, on le fait à travers ce qu'on fait chez Orange, et on le fait aussi à travers une association qu'on a montée avec L'Oréal, le BCG et Malakoff Humanis, qui s'appelle Positive AI, qui cherche justement à être un peu en avance de la régulation pour que, au lieu d'être dans la théorie, on soit dans la pratique et avec l'exigence d'être capable de dire des choses très concrètes à faire à nos data scientists. Donc, si je vous prends deux cas, ça se traduit comment? Ça se traduit typiquement quand il y a des dommages sur le réseau, donc des lignes téléphoniques, des poteaux qui tombent, on offre la possibilité, évidemment, à nos salariés et puis même à vous, de prendre des photos, de les remonter pour qu'on puisse juger si effectivement il y a des interventions à faire rapidement, quel est le niveau de risque lié à ce poteau tombé ou à cette armoire dans la rue dans laquelle se trouvent les terminaisons optiques et sur lequel il faut qu'on intervienne.
Bon, ça c'est un cas. Dans un autre cas, vous allez avoir des gens qui ont fabriqué un algorithme pour chercher... Et donc là, pardon, quand vous disiez ces interventions, là c'est l'IA qui va trancher pour gagner du temps, qui va recevoir toutes les demandes et qui va dire oui, non, oui, non, oui, non. Voilà, on va envoyer ces photos dans une IA et elle va interpréter, elle va les classer en fonction du risque. D'accord. Bon, ça, typiquement, le problème éthique là-dessus, il est quand même relativement limité. On est en train de photographier des poteaux, photographier, vous voyez, des armoires dans la rue. Bon, donc il faut prendre quelques précautions, mais ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir un algorithme et un score qui fait de la prédiction sur finalement qui sont parmi nos clients ceux qui vont être intéressés par le sport. Si on laisse faire les choses... Là, il y a un léger biais, a priori. Disons que si on laisse faire les choses, c'est simple, on va avoir le sexe qui va être totalement déterminant et qui va guider l'algorithme, pas uniquement. Et donc ça, c'est vrai que c'est un sujet plus délicat. Parce que si on y fait, si on laisse, on va dire, les mathématiques parler, on va se retrouver avec un score qui discrimine les hommes et les femmes. Alors c'est en partie vrai, parce qu'effectivement, il y a peut-être plus d'amateurs de sport parmi la gente masculine, mais nous, on n'a pas non plus envie d'avoir un score. Caroline Chopineau n'est pas tout à fait convaincue. Non, mais justement. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Elle a raison. Il y a des sports pour tout le monde. Et donc, il faut que nos scores ils soient capables de refléter ça. Et donc, on retravaille avec les équipes de manière à être, voyez, plus de tenir compte et de débiaiser voilà, la façon dont on le fait fonctionner. Donc ça, voilà, c'est tout un processus dans lequel on est et qu'on essaye de systématiser parce que, voilà, pour produire de la confiance vis-à-vis des clients et des utilisateurs, on se doit effectivement voilà, d'être sérieux sur tout ce qu'on fabrique qui comporte de l'intelligence artificielle. Et alors, il y a aussi quelque chose dont vous m'aviez parlé quand on s'est parlé un petit peu avant, c'est l'écriture de compte rendu d'intervention. Oui. Où là, on voit effectivement que l'intérêt d'une intelligence artificielle générative, c'est effectivement d'aller beaucoup plus vite, pouvoir travailler 24/24, 7 jours sur 7 aussi, par rapport à un humain. Alors là, ça va faire le débat sur la prise de pouvoir, enfin en tout cas d'emploi. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots quand même? Alors oui, avec les LLM dont on parlait et l'intelligence générative, il y a quand même cette incroyable capacité à interpréter, à produire du texte, à le résumer ou au contraire à le générer, qui n'était pas disponible aussi facilement. Et ça, d'un seul coup, ça ouvre quand même énormément de cas d'usage, parce que factuellement, une entreprise manipule énormément de textes. Donc le cas qu'on avait évoqué, il est très simple, c'est quand des techniciens d'intervention viennent chez vous pour intervenir parce qu'il y a un problème sur la ligne, ils génèrent un compte-rendu d'intervention. Ce compte-rendu d'intervention, je vais vous le dire simplement, il n'est pas toujours très très lisible parce que voilà, il est fait rapidement par le technicien d'intervention, il est dans sa camionnette, bon, il utilise des abréviations. Or, ce compte-rendu d'intervention, c'est ensuite le fil rouge, s'il y a le moindre problème, qui va nous permettre de continuer et de suivre le dossier client avec des difficultés qui sont finalement d'autres personnes qui vont avoir à lire un compte-rendu d'intervention qui est très difficile à interpréter. Bon, là, les LLM font des choses qu'on était incapable de faire. Ils vous font un résumé en français dans le texte de quelque chose qui, si je vous le montrerais, vous tomberez des mains en disant « mais qu'est-ce que c'est que ces 25 pages ? On n'y comprend strictement rien ». Bon, là, on est capable de faire ça. Et là, ce qu'on voit, c'est on a des gains de productivité qui sont d'un facteur 6 à 8. C'est-à-dire que les gens qui ont interprété le compte-rendu en version normale versus le compte-rendu en version réécrit par un LLM, c'est un gain de temps d'un facteur 6 à 8. Donc ça, on sent qu'on est en train d'ouvrir effectivement la porte sur tout ça. Et dès qu'on est en fait dans des processus dans lesquels il y a de l'information écrite qui se transmet à l'intérieur de l'entreprise, il y a des potentiels de gains qui sont de cet ordre de grandeur que je vous donnais. Alors si on veut synthétiser un petit peu tout ce que finalement Alexis vient de dire et ce que Caroline aussi a dit et ce que vous avez dit Jamal, quels sont les bons usages finalement de l'IA? En quoi est-ce qu'on peut avoir confiance aujourd'hui? En quoi est-ce qu'on peut lui faire confiance? Que c'est le thème de la matinée. Pourquoi est-ce qu'on peut lui faire confiance? Voilà. Quel type d'usage d'une manière générale? Les grandes familles, si j'ose dire, sans rentrer dans tous les détails. Oui, sans rentrer dans tous les détails. Non, les grandes familles d'usage, c'est vrai que c'est très riche. C'est très riche, c'est très très riche, c'est très riche. Et typiquement, les usages qu'a évoqué Alexis, c'est des très bons usages des modèles de langue. Prendre un modèle de langue pour faire de la synthèse, synthétiser un texte, c'est très bien, et ils le feront très bien. D'accord ? Faire de la recherche augmentée, ce qu'on appelle dans vos corpus internes de l'entreprise,
ce qu'on appelle RAG, ça va prendre de plus en plus de place dans vos métiers, si ce n'est pas déjà le cas. Donc ça va être des cas d'usage qui vont booster la productivité dans l'entreprise. Donc ça, s'agissant de l'IA générative. Faire des aides à la création, on voit que les industries culturelles et créatives subissent un choc, mais c'est un choc, pour ceux qui ont vu Sora, on peut aujourd'hui générer des vidéos à partir de texte, ça va, au lieu de dire ça va, en fait, c'est bon, la création, c'est fini, ça va être des outils d'aide à la création. Donc ça veut dire qu'il faudrait juste savoir les intégrer et savoir demander à ces modèles ce dont ils sont faits pour. Ça veut dire pas créer de la nouveauté, mais d'être utilisés. On est guidé par un objectif humain, mais par contre, il faut savoir comment ça fonctionne. Donc ça, j'insiste là-dessus. Par contre, ce sont des outils qui peuvent nous aider à mieux comprendre la biologie. Ces modèles de langue, on parle du texte, mais ce sont des modèles qui nous aident à mieux comprendre le fonctionnement du génome, à même imaginer de nouvelles molécules face à des pathologies. Aujourd'hui, il y a toute une partie de la recherche autour de ces modèles-là pour suivre un peu, pour proposer à partir de l'ARN messager des nouvelles adaptations du vaccin, par exemple. Donc, imaginer de nouveaux matériaux, par exemple. Donc aujourd'hui, molecular design, des combinaisons, et toutes les sciences des matériaux, il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dedans. Et c'est même dans le propre du paradigme de ces approches. Ce sont aussi de l'aide à la découverte. Il faut les utiliser comme ça, de l'aide à la démarche et à la découverte scientifique. Après, oui, on peut aussi les utiliser pour faire du scoring, mais ça, c'est pas nouveau. On peut les utiliser pour nous proposer des décisions, dans des processus de décision. Tant que c'est pas critique, d'accord ? C'est là où je pense il y a une séparation à faire entre des industries critiques où on peut tolérer, en fait, tout ça, il faut tolérer l'erreur statistique, d'accord ? On peut se dire, mon algorithme, je peux lui donner une garantie qu'il va, pendant 95% des fois, il va donner la bonne décision. Ça, on peut le tolérer dans bien des industries, et ce n'est pas grave, et on peut avoir un gain de productivité, ce n'est pas grave. Par contre, quand les 5% qui restent, c'est des vies humaines, là, c'est différent. D'accord ? Donc, mettre ça aujourd'hui dans un pilote d'avion, ce n'est pas une bonne idée. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas les auditer, on ne peut pas garantir aujourd'hui, vérifier leur fonctionnement. Donc voilà, donc il y a bien des cas d'usage, mais il faudrait juste savoir comment ça fonctionne et pour quel type d'application. Ok, c'est clair. Oui. Alexis ? Oui. Caroline, il a été plus rapide, désolé. Je rebondis juste sur ce que dit Jamal, mais ce que je constate, parce qu'on a beaucoup de discussions aussi avec d'autres entreprises, parce qu'on est tous quand même un peu en train de... Vous voyez, il y a une telle accélération qu'on apprend, on défriche, et on a besoin de se parler. Donc ce que je vois, c'est que là, le mouvement, c'est d'abord d'outiller et d'améliorer ses propres collaborateurs, parce qu'il y a le réflexe pour beaucoup de se dire plus ça va être dans les mains des clients, plus on prend quand même de risques. Et donc commençons déjà par faire en sorte de l'utiliser au maximum au service des collaborateurs. Donc c'est ce qu'on évoquait. Et il y a énormément de choses qu'on a à faire dans ce domaine-là. Et puis après, je vois qu'il y en a quelques-uns qui se disent, bon, il faut aussi quand même mettre ça dans les mains des clients, mais c'est vrai que c'est un risque nettement supérieur. Donc nous, on a commencé à le faire. Là, voilà, on est en train de remplacer notre technologie. Quand vous discutez sur l'assistance orange.fr, on change de technologie, vous allez de plus en plus discuter avec un moteur de type LLM, mais on est exactement sur les sujets qui sont ceux de tout le monde, qui est mais comment est-ce qu'on arrive à encadrer, on s'assure qu'il hallucine pas, donc on y va extrêmement graduellement, petit à petit, en surveillant ça comme le lait sur le feu, parce que les technologies pour surveiller ça, elles sont à peine matures. Donc voilà, moi ce que je sens, ça va commencer par le fait que ça se déploie beaucoup au service des collaborateurs, et puis ensuite, ça sera plus largement dans la main des clients. En tout cas, c'est un peu le sentiment que j'ai en discutant avec d'autres entreprises qui sont en train de vivre la même chose que ce qu'on vit nous-mêmes. Ok. Et Caroline ? Oui, je vais appuyer encore plus là-dessus. Je vais redire la même chose, mais nous, à Francia, on accompagne pas mal de PME, ETI dans le déploiement de l'IA, souvent des entreprises qui ne sont pas matures sur le sujet. Bon, c'est un projet particulier qu'on a avec la région Île-de-France.
Et effectivement, en termes d'usage, c'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir faire la liste de tous les cas d'usage possibles de l'intelligence artificielle. C'est des grandes familles génériques. Ouais, en fait, ça va. Nous, ce qu'on voit, c'est on arrive à peu près 100 projets financés dans le cadre de ce dispositif de la région qui s'appelle le PACIA. S'il y en a qui veulent lancer un projet d'IA, PACIA.fr, s'il vous plaît. Financement de la région Île-de-France pour votre premier projet d'intelligence artificielle. Non, mais sans la blague à part, c'est hyper intéressant parce qu'au début, ce dispositif, il ciblait tout ce qui était industrie, donc vraiment manufacturing, en se disant le cœur industriel a besoin d'IA pour l'optimisation des processus, des machines, outils, etc. Concrètement, on doit avoir 2 projets sur ce sujet-là. C'est vraiment, on a vu, ça s'est déployé partout. Alors c'est très facile sur des sujets e-commerce, tout ce qui est recommandation de produits, gestion des stocks, ça on le voit bien. Et on en a eu aussi sur la santé, parce que la santé, on a aussi beaucoup de petites pépites de start-up qui sont hyper fortes sur ces sujets-là. Et depuis ces 6 derniers mois à peu près, donc nous on reçoit des demandes de financement en direct et la plupart des demandes de financement aujourd'hui tournent autour de l'IA générative sur de l'analyse documentaire et la mise en place de chatbots avec du RAG. Tout le monde veut travailler sur ces données internes et c'est une vraie tendance. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'en ce moment on a entre 1 et 2 demandes par semaine, alors qu'avant c'était par mois. Mais c'est depuis novembre, décembre que ça s'accélère. Nette. Et vraiment sur ces sujets-là, et on sent que cette typologie d'entreprise qui ne s'intéressait pas à l'IA avant, pour le bien de ses processus internes, plus pour ses collaborateurs et éventuellement pour donner du contenu et de la matière via des chatbots à ses utilisateurs, qui avant, franchement, ça marchait super mal. Les chatbots racontaient n'importe quoi, ils comprenaient rien à ce qu'on leur disait. Et là, ils ont trouvé une solution vraiment pour avoir une interaction utilisateur et de l'amélioration des processus internes qui est vraiment hyper efficace. Et tous les sujets quasiment tournent autour de ça. C'est vraiment spectaculaire. Ouais, cette typologie, analyse des candidatures. Et puis vraiment, il faut se dire qu'ils ne faisaient rien avant. Ou quand ils nous contactaient, cette typologie d'entreprise nous disaient oui, voilà, mon problème, c'est un peu ça, mais je ne sais pas trop quand avec de l'IA. Là, ils arrivent, ils ont étudié le sujet avant, ils sont hyper matures, sans avoir rien fait, juste lu la documentation. Comme quoi, c'est vraiment un sujet, comité de direction, équipe DSI, etc. Tout le monde s'y met et ils ont vraiment envie de se lancer. Ok, oui. Vous vouliez... non oui. Je voulais juste ajouter, effectivement, sur le RAG, il y a aussi tout le domaine des services clients, sur lequel, évidemment, comme il y a des gens qui... RAG, c'est clair pour tout le monde. En tout cas, c'est le fait d'accéder à des bases de connaissances de manière beaucoup plus intelligente qu'avec des moteurs de recherche classiques. Et vous voyez, quand vous appelez Orange, parce que voilà, tout ne s'est pas passé comme il faut, ou parce que vous avez envie de souscrire à un bouquet, vous vous retrouvez au téléphone avec quelqu'un qui doit naviguer dans une base de connaissances. Bon, ça vaut pour nous, mais ça vaut pour toutes les entreprises. Et là, le saut technologique, il est aussi absolument incroyable, parce que souvent, les bases de connaissances, c'était regardé, je caricature, d'un peu loin, et puis ça s'est sédimenté, donc l'information, il faut un peu aller chercher des aiguilles dans une botte de foin quand on est conseillé. Là, avec des LLM, il arrive à vous trouver une réponse, il formule de manière intelligible, et donc il vous fait faire un gain de temps qui est là aussi à peu près dans les proportions que je vous donnais. Nous, on l'a mesuré, on est à peu près à 4 ou 5 fois moins de temps pour rechercher la bonne information entre les modèles précédents avec des moteurs de recherche classiques ou avec des LLM. Donc voilà, on sent bien que c'est sur ces gains de productivité qu'en fait le chemin est en train de s'ouvrir de manière la plus large, parce qu'en plus, il y a cette idée qu'on ne prend pas de risque de réputation, puisque sur le fond, on est avec des collaborateurs et pas avec des clients. Donc moi, c'est surtout ça que je vois démarrer très très fort, quoi. Ok. Jamal, il y a eu l'IA Act, on en a parlé aussi tout à l'heure, donc qui est entré qui a été voté plus exactement au niveau européen en décembre, je crois, 2023. Est-ce que sur le sujet de la confiance, parce qu'il y a eu un certain nombre de mesures à l'intérieur, évidemment, est-ce que ça va dans le bon sens? Je suppose que oui, bien sûr, mais est-ce que ça suffit? Ou est-ce que ça pêcherait encore? Je me fais l'avocat du diable, mais voilà, on va commencer par ce qui fonctionne bien alors. Qu'est-ce qu'il a résolu déjà, et où est-ce qu'il y aura encore des petites choses à améliorer? Il a résolu, je ne sais pas s'il a résolu tous les problèmes, mais là il faut voir ça à l'épreuve et dans le temps. Mais je pense que ça a été évoqué, je pense que parfois la réglementation donne de la confiance. D'accord? Donc je pense qu'après dans l'IA Act, il y a eu le débat qu'on a entendu tout à l'heure, est-ce qu'il faut réglementer avant d'innover, sachant que l'Europe, elle essaie de se maintenir dans une course à ces modèles-là. On voit bien que
On a accusé un certain retard, mais on voit des pépites qui émergent, et ces pépites-là, ils ont eu peur d'être un peu freinés par le cadre réglementaire européen. Enfin bon, donc en tout cas, je pense, mais ça c'est un avis personnel, que la confiance dans des États démocratiques passe aussi par des instances, des tiers de confiance, de la régulation, de la réglementation. Donc je pense que, s'agissant de ce qui nous a intéressé, la confiance, c'est peut-être un premier pas. Moi, je compléterais, et donc ça, c'est l'enseignant-chercheur et enseignant qui parle, il faut former. On a plus confiance quand on comprend. C'est quand on ne comprend pas qu'on a de la méfiance, et on a parfois de la mauvaise méfiance ou de la mauvaise confiance. D'accord ? Donc il faut de la bonne confiance. La mauvaise confiance, c'est on a confiance des choses qui ne méritent pas confiance. D'accord. Donc on se relâche. Oui, on ne se méfie pas, et on est trompé facilement. Et donc avec ces outils-là, on peut être trompé très facilement. Et donc du coup, il faut être formé, il faut comprendre comment ça marche. Pas être technicien, mais avoir une bonne idée de comment ça marche. La surface, mais on gratte un peu en dessous de la surface pour comprendre comment ça marche. Donc ça, il y a besoin de former davantage, former au sein de l'entreprise, faire de la reformation, de l'upskilling, de reskilling pour aussi accompagner les métiers. Donc on a besoin d'un plan national. Moi, je plaiderais pour ça. Là aussi, on l'a dit tout à l'heure, il y avait besoin d'une grande action nationale, donc une deuxième alors. Une deuxième. Je pense que c'est dans la stratégie française sur l'IA, donc la deuxième phase, d'avoir de la formation de masse, de l'acculturation sur le numérique globalement, mais aussi sur l'IA, mais j'ai envie de dire sur l'IA, sur de la cybersécurité, sur tous ces domaines-là. Donc voilà, donc c'est un bon pas à voir, mais moi je plaiderais pour davantage de formation.